Oppidum, le podcast. Oppidum, le podcast de l'histoire du bas limousin. Du 2e siècle avant Jésus-Christ au 5e siècle après Jésus-Christ, Tintignac, près de Naves, s'impose comme un ensemble monumental à l'époque gauloise. 2 millénaires plus tard, des archéologues vont y mener des fouilles et y découvrir des objets uniques au monde. Une opportunité exceptionnelle pour mieux connaître la civilisation gauloise. Mais Tintignac a-t-il livré tous ses secrets ? Oppidum, le podcast. Christophe Maniquet, vous êtes archéologue à l'INRAP. Que peut nous apprendre d'abord la toponymie de Tintignac ? Alors Tintignac, en fait, c'est le nom d'un village qui se trouve à 800 mètres du site archéologique. Et c'est un nom qu'on a très vite associé à ce site, même si on ne sait pas trop pourquoi. Le premier, c'est Étienne Baluse, qui associe donc les découvertes archéologiques au village de Tintignac. Et Tintignac, effectivement, c'est comme tous ces toponymes limousins ou plus au sud qui se terminent en -ac, qui indiquent la possession, effectivement, d'un terrain appartenant à un grand propriétaire terrien. Les premières mentions, en fait, de ce nom remontent au 11e, 12e siècle. On parle de Quintignac, donc peut-être le domaine de Quintinius, voilà, un riche propriétaire terrien, peut-être gallo-romain. Alors ma question est peut-être malvenue, mais à l'époque, Christophe Maniquet, Tintignac s'appelait-il Tintignac ? Alors probablement pas. On a les premières mentions effectivement au XIIe siècle par Geoffroy de Vigeois, qui stipule la découverte de vestiges et de mobilier archéologique dans le secteur, mais il ne mentionne pas le nom du site. Les premières mentions, ça va être avec Bertrand de la Tour en 1633, qui va parler des arènes, en fait. Il parle déjà à ce moment-là des arènes, et c'est encore le micro-toponyme actuel. Les parcelles s'appellent les arènes. C'est avec Étienne Baluse, au début du XVIIIe siècle, qui va appeler ça Tintignac, qui va associer ça à Tintignac, et on va appeler le site, par extension, les arènes de Tintignac. Pourquoi ce site a-t-il été choisi par les Gaulois, ou alors avait-il été déjà choisi bien avant cette implantation gauloise ? Alors, on connaît la présence de sites plus anciens, de la période néolithique, des choses comme ça, mais assez épars. On sait qu'en particulier, on a un grand itinéraire qui traverse tout le Limousin, qui allait visiblement de Narbonnaise en Armorique, qui traversait tous les districts miniers du Limousin en particulier, qui deviendra ce qu'on appelle la route des métaux, qui est probablement un grand itinéraire commercial. Et c'est à proximité de cet itinéraire que le sanctuaire va s'installer. Sur un point dominant, il va être visible de très loin, et on sait que en général ces sanctuaires sont assez dominants dans le paysage. Alors on va revenir dans quelques instants sur la position, Christophe Maniquet, du site de Tintignac, mais on s'y intéresse finalement depuis une histoire pas contemporaine, mais quand même depuis récemment. On s'y intéresse depuis le XVIIe siècle, avant peu ou pas d'informations, vous l'avez souligné, et effectivement on parle des arènes de Tintignac, c'est-à-dire qu'il y avait une arène sur le site de Tintignac, un colisée, une sorte de colisée. Voilà, c'est ce qu'on a imaginé très longtemps en fait, parce qu'il devait émerger encore des murs, des maçonneries qui devaient prendre une forme elliptique, et donc on a considéré très tôt, dès le XVIIe siècle en tout cas, et peut-être même avant, comme des arènes. Il s'est avéré, après les fouilles, et surtout à partir d'Ernest Breton en 1840, qu'on avait affaire plutôt à un théâtre qu'à un amphithéâtre. Donc on n'est pas dans un lieu où on a des combats de gladiateurs, tout ça, mais c'est vraiment un édifice de spectacle où on pouvait avoir toutes sortes de représentations scéniques, peut-être des combats d'animaux. Enfin, on ignore en fait ce qui s'y passait, mais en tout cas ce théâtre s'intégrait vraiment dans un ensemble monumental à caractère religieux à l'époque romaine. Est-ce qu'on connaît, Christophe Maniquet, la date plus ou moins précise de l'implantation de ces Gaulois qui appartiennent à la tribu désormais fort connue en Limousin, qui est la tribu des Lémovis ? Alors, la date d'implantation, d'après ce qu'on a nous découvert sur le site de Tintignac, on peut faire remonter la première occupation ou la première construction du sanctuaire au milieu du IIe siècle avant notre ère. Ce sanctuaire gaulois qui est construit en terre et en bois va évoluer jusqu'au tournant de notre ère, et à partir de là, il va être modifié, métamorphosé, agrandi progressivement dès le début de notre ère, jusqu'à la fin du IIIe siècle de notre ère, à l'époque romaine. Et donc, le premier temple, le premier sanctuaire va se doter d'un temple et d'autres édifices très importants qu'on n'est
petit à petit en train de mettre en évidence. Parce que ce sanctuaire, Christophe Maniquet, est à proximité d'un gisement minier, parce que topographiquement, il offre en tous les cas un panorama qui offre indirectement une relative protection. C'est ça, et puis surtout une vision de très loin. Peut-être qu'il domine, en fait, il protège peut-être tous ceux qui ont une vision directe sur ce sanctuaire. Et en tout cas, il semble que d'un sanctuaire à l'autre, on ait des co-visibilités, comme on appelle ça, et donc un point dominant à proximité d'un itinéraire et peut-être de plusieurs itinéraires importants. C'est probablement la raison principale de l'implantation de ce sanctuaire à cet emplacement-là. Il est au cœur de la Corrèze actuelle, la Corrèze qui pouvait appartenir à un pagus, c'est-à-dire une subdivision de la tribu gauloise des Lémovis, et ça pouvait être le cœur, en fait, peut-être le cœur vital de ce pagus. Lorsque vous parlez, Christophe Maniquet, de co-visibilité, ça permet d'envoyer des signaux visuels entre les différents sanctuaires ou pas ? Il pourrait y avoir des signaux visuels, il pourrait y avoir des signaux sonores, toutes sortes de choses qu'on ignore encore aujourd'hui et dont on aura du mal à faire la preuve. Il s'agit d'un sanctuaire, vous l'avez dit, mais quelle divinité est mise en avant sur ce sanctuaire ? Alors le problème des sanctuaires, que ce soit pour l'époque gauloise comme pour l'époque gallo-romaine, c'est qu'on n'a généralement pas de traces de ces divinités. Il faudrait trouver pour ça des inscriptions ou des représentations qui soient suffisamment parlantes et suffisamment caractéristiques. Des toponymes aussi peut-être à proximité ? Il pourrait y avoir des toponymes à proximité. On n'a rien en fait vraiment pour définir quelle était la divinité honorée sur le sanctuaire de Tintignac. On peut cependant, à partir du mobilier qu'on a pu découvrir, imaginer qu'on avait affaire à une divinité à caractère guerrier, caractère martial, qui pourrait être repris par la suite lors de l'évolution du sanctuaire à l'époque romaine à un temple dédié peut-être au dieu Mars, qui pourrait être associé lui-même à l'empereur romain. Il faut savoir que ces grands sanctuaires qu'on retrouve en milieu rural en Gaule sont souvent associés au culte impérial. Alors en 2001, Christophe Maniquet, une équipe de l'INRAP que vous dirigez engage de nouvelles fouilles. Où et quoi cherchez-vous et puis surtout qu'allez-vous découvrir ? Alors surtout, on essaye de vérifier l'exactitude d'un plan qui a été dressé en 1884 à la suite de plusieurs fouilles menées en 1842, 1846, 1847 et 1884. Et donc un plan qui représente 4 édifices, mais ces vestiges ont été complètement rebouchés, remblayés après les fouilles. Et donc ce plan était largement contesté et remis en question. Donc on a commencé en janvier 2001 en faisant des sondages à la pelle mécanique pour vérifier l'exactitude de ce plan. Donc on s'est aperçu que les 4 bâtiments découverts alors existaient réellement, et donc dès l'été 2001, on a commencé à se porter sur le bâtiment le plus à l'ouest, celui qu'on considérait être le temple, qui a été appelé les boutiques au 19e siècle, et sur lequel on semblait avoir plusieurs états d'occupation successifs. Vous allez y trouver des objets militaires et religieux à la fois ? Voilà, c'est-à-dire que sous le temple romain, on a retrouvé les traces en creux d'un sanctuaire gaulois qui était cerné par une palissade de bois. Il y avait un bâtiment à l'intérieur de cet espace sacré. Et dans l'angle de cette plateforme sacrée de l'époque gauloise, on a retrouvé effectivement une petite fosse avec des objets extraordinaires dont la plupart ont un caractère guerrier. Comment ça se passe quand on est archéologue, une découverte d'une telle ampleur ? Alors déjà, on s'y attend pas forcément. On sait qu'on est sur un site important, qu'on est sur un site cultuel, mais c'est vrai que quand on met au jour les premiers éléments métalliques, on sait que ça existe, ce genre de dépôt, on en connaît pas mal, souvent trouvé au 19e siècle dans des contextes mal cernés, et là c'était la première fois que, après avoir reconnu le sanctuaire romain, puis dessous le sanctuaire gaulois, on a mieux compris dans quel contexte s'intégrait en fait cette petite fosse dans laquelle on a rejeté tous ces objets, quoi. Alors vous allez y trouver, pour être plus concret, des casques dits fabuleux, en tous les cas le qualificatif que vous accrochez au mot casque, et puis des carnix qui sont donc des sortes de grandes trompettes verticales qui sont en bon état lorsque vous les découvrez ou pas ? Alors il faut savoir qu'il y a une pratique qui se fait régulièrement chez les sanctuaires gaulois, et même plus tardivement, c'est le sacrifice des objets. C'est-à-dire que ces objets appartiennent visiblement à la divinité, et on les mutile, on les abîme, on les casse volontairement, on les écrase, on leur met des coups d'outils, on les fend, on les transperce dans tous les sens, pour leur enlever leur valeur matérielle et laisser ces objets-là sur le territoire dédié à la divinité, quoi.
les mois passent, mais est-ce que vous arrivez à reproduire le son typique d'un carnix gaulois? Est-ce que vous y arrivez? Alors, ça a été un travail de longue haleine. En fait, il a fallu déjà sur le terrain donc dégager les près de 500 fragments d'objets qu'on avait dans cette petite fosse, les dégager un à un comme un Mikado. Heureusement, on était aidé de restauratrices d'un laboratoire de Toulouse. Et donc, on avait des objets en fer, pas mal d'armes, des objets en bronze, vous l'avez dit, donc des casques, des carnix. On a également des fragments d'animaux en tôle de bronze, dont un petit cheval presque complet. On a des cuirasses, des pectoraux et dorsaux qui sont assez étonnants, parce que tout ça, c'est des objets qui ne sont pas forcément contemporains dans le temps. On peut avoir des objets qui peuvent remonter au 5e, 6e siècle avant notre ère. Et pour en revenir au carnix, en fait, donc il a fallu déjà dégager tous ces objets, les restaurer, et après avoir restauré ces objets, pouvoir assembler les différents fragments pour essayer de reconstituer un carnix depuis une extrémité jusqu'à l'autre, c'est-à-dire depuis l'embouchure, là où on soufflait dans la trompette, jusqu'au pavillon. Et la caractéristique du carnix, c'est de se terminer au niveau du pavillon par une gueule d'animal grande ouverte. Donc après avoir reconstitué l'un des carnix les plus complets et les mieux conservés, on s'est rapproché de Jean Boisserie, qui est un dynandier corrézien, et qui a refait pour nous un carnix au plus près des mesures qu'on a pu donc repérer sur l'objet original. Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a pu tenter de faire de nouveaux tests au niveau acoustique et les capacités sonores d'un tel instrument, quoi. Oppidum, le podcast. Vous écoutez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin. Christophe Maniquet, je rappelle que vous êtes archéologue à l'INRAP. Que nous apprennent ces objets sur la vie des Gaulois sur le site de Tintignac? Est-ce qu'on peut imaginer des scènes de vie avec le recul grâce à vos découvertes? Alors, on peut imaginer effectivement certaines scènes qui ont été réalisées sur le sanctuaire de Tintignac lui-même. On sait que les pratiques essentielles, c'était le sacrifice d'animaux pour la divinité, et ces animaux sacrifiés étaient partagés entre les hommes et les divinités, et que les hommes pratiquaient de grands banquets dans l'espace sacré, en fait, et partageaient ces animaux sacrifiés, ces portions d'animaux sacrifiés avec les divinités. Donc ça, c'est une première partie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au carnix qu'on a pu retrouver et toutes les armes, on peut imaginer qu'elles étaient stockées sur le sanctuaire. Certaines étant beaucoup plus anciennes que d'autres, on peut imaginer que certaines appartenaient à des ancêtres prestigieux et ces objets étaient plus ou moins sacrés. On les transportait avec soi, on les a amenés jusque sur le sanctuaire. Donc il y a toute une pratique comme ça qu'on cerne difficilement, qu'on a du mal à comprendre. Ça ne nous permet pas de comprendre forcément la vie quotidienne des gens aux alentours, même si on commence à avoir une vision un peu partielle de l'occupation à proximité du sanctuaire. Mais voilà, ça amène pas mal d'informations. Par rapport au carnix, on a la preuve en fait que ces trompes sont bien des trompes de guerre, telles qu'elles sont décrites par Polybe et Diodore de Sicile, qui nous les mentionnent sans nous les décrire et qui nous disent qu'elles font un son impressionnant et qu'elles sont censées justement impressionner l'ennemi lors de l'assaut guerrier, quoi. On n'en avait jamais trouvé auparavant? Alors, on en connaissait quelques fragments seulement en Europe. On en connaît en Allemagne, en Angleterre, en Italie, un peu. On va dire une dizaine de fragments. Alors que dans le dépôt de Tintignac, on a cette trompette presque complète. Même si elles ont été sacrifiées ou cassées, on avait peu d'éléments. Donc, en fait, c'est la première fois qu'à l'échelle européenne, on a une telle découverte. Qu'est-ce qui provoque, Christophe Maniquet, l'abandon brutal ou alors progressif du site de Tintignac? Alors, il y a deux abandons, on va dire, successifs. Je vous le disais, le sanctuaire gaulois a été mis en place, on va dire, vers le milieu du IIe siècle avant notre ère. Et au tournant de notre ère, il y a une grosse modification du sanctuaire. C'est-à-dire qu'il semble qu'on sache que le sanctuaire va être complètement transformé, que les anciens objets cultuels deviennent obsolètes, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on va les enterrer dans le sanctuaire, et il va être reconstruit sous une forme différente dès le début de la période romaine. Et donc le sanctuaire va continuer à vivre sous une autre forme, avec des bâtiments construits, des bâtiments maçonnés, des toitures de tuiles. On a 4 édifices au moins, dont un théâtre, et 2 autres édifices qui sont plus difficiles à interpréter. On a même découvert en 2018 des thermes à l'entrée donc du sanctuaire romain. Et donc, à la fin
du IIIe siècle de notre ère. Au moins 3 des 4 bâtiments identifiés en 1884 seront détruits par un incendie et le site ne sera jamais réoccupé. Parfois, on a des réinstallations sur les sanctuaires gallo-romains d'églises ou d'édifices religieux chrétiens. Là, pas du tout. Dès la fin du IIIe siècle, une grande partie du site est abandonnée et ne sera jamais réoccupé. Où peut-on découvrir aujourd'hui les objets que vous avez trouvés sur le site de Tintignac ? Alors, ils ont été, après une longue période de restauration et d'études, ils ont été livrés donc au musée de Saran, en Corrèze, en attendant un espace de dévolution définitif qu'on espère au plus près du site archéologique. Qu'est-ce qu'il reste à fouiller ou à trouver sur le sanctuaire de Tintignac ? Autrement dit, est-ce que Tintignac, Christophe Maniquet, a livré tous ses secrets ? Oh, loin de là, loin de là. C'est vrai que pour la période gauloise, on a cerné une bonne partie du sanctuaire gaulois. Pour la période gallo-romaine, c'est encore pire dans la mesure où on n'a que le plan de 1884 avec les techniques de l'époque. Donc, il y a toute une partie des connaissances archéologiques actuelles qu'on n'a pas acquises à l'époque. Et puis, on a, comme je vous le disais, donc les termes qui ont été découverts récemment, tout ça. Donc, il y a au moins les bâtiments qu'on visualise. Donc, notre nouvelle façon de procéder actuellement, c'est plus de creuser et d'ouvrir, parce qu'on a arrêté les fouilles en 2012, c'est de procéder avec de nouvelles méthodes, les méthodes actuelles, c'est-à-dire le géoradar principalement, qui permet de voir les vestiges en sous-sol sans creuser. Donc bien sûr, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas le mobilier archéologique, on n'a pas les datations, on n'a pas les différentes phases d'évolution du sanctuaire, mais on commence à cerner toute l'occupation en périphérie, en tout cas pour la période romaine, en périphérie du sanctuaire gaulois et gallo-romain. Et c'est une périphérie qui est vaste géographiquement, elle s'étend sur une 60aine d'hectares. Alors voilà, on est passé par toutes les étapes effectivement parce qu'il y a une occupation qui est assez dense, on va dire, autour du sanctuaire, mais qui est adaptée à la topographie. On a très vite associé des points assez distants dans une même entité dont on a fait une agglomération. Certains parlent de 60 hectares, d'autres de 15 hectares. Pour l'instant, moi, je serais beaucoup plus limité à quelques hectares seulement. 3, 4, 5 hectares et en faire une agglomération effectivement qui évolue principalement à l'époque romaine, sachant qu'à l'époque gauloise, on a ce sanctuaire et des fermes qui sont dispersées sur les bons versants alentours. Retrouvez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin sur toutes les plateformes de podcast. Et sur oppidum-podcast.fr, réécoutez l'ensemble des podcasts. Découvrez des articles exclusifs, l'iconographie des thèmes abordés et les bibliographies. oppidum-podcast.fr